Cette conférence va maintenant être enregistrée. Allez, c'est parti. Bienvenue pour ce, je sais pas, attends, 8e cours hein, sur l'apprentissage de la bien-être. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est ce qu'on appelle la posture économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, pendant qu'on fait de l'apnée, on va dépenser de l'énergie. Il y a plusieurs moyens d'essayer d'économiser de l'énergie. Comme disent les radins, le premier euro gagné, c'est celui que tu n'as pas dépensé. Ben là, c'est un peu le même principe en matière d'oxygène. Si on peut se permettre d'éviter d'en consommer de trop, eh bien, c'est autant d'énergie qu'on garde de côté pour pouvoir, du coup, plus loin, réussir à faire en sorte de pouvoir aller plus longtemps et plus loin. Et juste faire une petite chose, n'oubliez pas, je vois que Xavier a l'air d'être coincé. Hop, Xavier, hop. Hop là, voilà. Hein, Xavier, apparemment, tu as un problème de caméra. Ça marche, c'est qu'il est tourné. Donc, du coup, je reprends en disant que l'énergie, à un moment donné, si je la dépense pas, bah, c'est autant que je peux conserver pour, du coup, augmenter la durée de mon apnée grâce au fait que je garde un capital énergie. Donc, pour ça, on verra dans les séances à venir que pour économiser l'énergie, par exemple, la technique de déplacement va prendre une importance. Effectivement, plus ma technique sera efficace et moins je vais dépenser d'énergie. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va voir aussi qu'il y a des notions hydrodynamiques, par exemple, qui peuvent nous permettre, quand je suis dans l'eau, d'éviter d'être trop en opposition et en force avec l'élément eau et par conséquent gagner encore de l'énergie. Là, ce que j'aimerais, c'est intervenir sur les choix de posture et également la conscience de posture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on va s'interroger sur est-ce que des choix de posture peuvent être adaptés à moi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que aujourd'hui, il y a plusieurs débats, parce qu'il y a plusieurs méthodes, et en l'occurrence, il y a plusieurs types de physique différents. Je vais vous donner un exemple évident, c'est les bras devant. Ça veut dire quoi? C'est effectivement, est-ce que je nage bras devant ou est-ce que je nage pas bras devant? Les nageurs de haut niveau, super doués, etc., pour beaucoup, nagent les bras devant. Bon. Donc, du coup, on a envie de se dire, tiens, ça, c'est une posture que moi, je devrais peut-être adopter pour faire en sorte de pouvoir être aussi bon que peut l'être un champion et donc dire, je copie le champion là-dessus. Bon. Donc, je vais passer, par exemple, les bras devant. Les bras devant avec des longues glisses quand je fais de la brasse, par exemple. Les bras devant quand je fais de la monopalme les bras devant quand je fais de la bipalme. Bon, bref, je vais de temps en temps chercher à avoir les bras devant. J'utilise les bras devant parce que je veux que vous compreniez que c'est un sujet qui paraît aussi bête que ça, mais qui va prendre de l'importance et du coup vous donner l'idée que les deux, trois idées sur lesquelles on va travailler dessus ont au minimum autant d'importance. Donc, est-ce que dans ma posture, le fait d'avoir les bras devant est un problème ou pas? Est-ce que c'est une source d'économie ou pas? Bon, alors déjà, on va commencer par le commencement. Hop, je me mets de côté. Ça va? Ouais, toc, toc. Bon. Vous devez commencer par regarder ce que ça veut dire les bras devant. Parce que moi, j'en vois beaucoup qui sont les bras devant, comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils mettent la tête comme ça. Pour une question de souplesse, ils mettent les bras devant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont à 30, voire 45 degrés par rapport au corps. OK? Et quand je leur dis, mettez-vous comme ça, ils disent, j'ai pas la souplesse, j'y arrive pas. Bon. Et pour autant, ils ont quand même les bras devant. J'en connais qui, notamment en monopale, se disent, ah, il faut que je sois là, droit, gainé, bien rigide, etc. Parce que c'est comme ça qu'on fait la monopale. Et Cédric qui est dans la salle, qui est un spécialiste international de la monopale, ne me dira pas le contraire. Il faut que le bec du dauphin soit bien dirigé. Bon, ok, et je vois des nageurs en bipalme, aussi bien en profondeur qu'en piscine, qui du coup se disent, ah, c'est plus profilé, je pars comme ça, les bras devant, et j'y vais. Bon, en théorie, c'est vrai. Je reste dans ces postures pour vous montrer quelque chose, c'est qu'en pratique, on n'est pas tous égaux face à la souplesse de nos épaules. Mais pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens qui sont capables de se poser contre un mur, vous pouvez vous poser comme ça, imaginons qu'il y a un mur derrière moi, qui pose les bras comme ça,
et qui ont un complet confort. Ceux-là, je les invite à avoir les bras devant. Et là, je vous invite à faire pareil, à vous dire, tiens, je mets les bras devant comme ça, et voir, est-ce qu'a priori, ça me tire au niveau des épaules, et est-ce que j'ai tendance à bomber le torse? C'est-à-dire, est-ce que je peux garder le torse rentré, ou est-ce que je dois faire comme ça, et me courber au niveau du dos, pour réussir à tenir? C'est souvent un peu ce qui se passe, à moins que vous ayez une bonne souplesse des épaules développée par des anciennes disciplines que vous avez pu croiser dans votre vie. Sinon, la majeure partie d'entre vous, vous n'êtes pas capable d'être droit, bras tendus, et avec un confort à ce niveau-là, un confort au niveau de la nuque, de ne pas avoir la tête tirée comme ça, et capable de dire, oh, mais moi, ça, cette posture, je peux la tenir sans aucun problème, longtemps, pendant 5 km de nage, par exemple, où je peux la tenir pendant mon apnée, c'est pas un problème. Sauf que si vous êtes, et je pense que c'est le cas, dans la difficulté à l'instant T pour réussir à le faire, bah, du coup, cette posture n'est pas adaptée à vous. Mais pas du tout. C'est pas un peu, c'est pas du tout. On va essayer d'établir un petit peu la raison de tout ça. Mais la posture qui est de dire, est-ce que je dois choisir les bras en avant ou pas, quand je fais un choix de dire je dois les mettre devant ou pas, il doit être alimenté par l'idée qu'effectivement ça favorise un peu l'hydrodynamique, je ne le nie pas, mais en revanche, si vous êtes inconfortable dans cette posture, d'autant plus quand les symptômes d'envie de respirer et autres vont s'installer, qu'on est en l'occurrence en train de tirer complètement sur la cage thoracique par notre posture, du coup, l'inconfort créé par la posture va entraîner une surconsommation d'énergie. Donc, par exemple, votre souplesse d'épaule et donc le choix de mettre les bras devant va avoir une influence sur votre posture et globalement entraîner plus ou moins de confort. Moi, j'aime bien dire, si vous voulez savoir si vous parlez les bras devant, vous êtes capable d'être collé à un mur, comme ça. Je vais me mettre du coup face le mur qui est là pour voir. Toc. Je suis collé au mur là. Mes bras sont positionnés là comme ça. Je suis dans le confort. Et dans cette posture-là, j'ai un taquet là, donc je vais me bouger un petit peu. Dans cette posture-là, je dois avoir une complète mobilité de mes épaules. D'accord? Je dois être capable de les tourner, les avancer, les reculer, les avancer, les reculer, etc. Et moi, qu'on soit bien clair, je fais partie des gens pas souples des épaules. Je fais partie des gens pas dans le confort des épaules. Et j'arrive un petit peu à faire ce mouvement-là. Si vous n'y arrivez pas du tout, c'est sûr, c'est pas adapté à vous. Si vous y arrivez très bien, vous avez une complète souplesse, vous pouvez rester droit et haute, à ce moment-là, vous pouvez garder les bras devant. Mais sinon, il faut absolument pas. Parce que rien que cette posture, si vous la tenez comme ça, c'est pas agréable, que ça vous tire sur la poitrine, que ça vous tire dans le dos, etc. Ouais, déjà là, au bout de 15 secondes, elle n'est pas confortable. En aucun cas, vous pouvez imaginer que la magie de l'eau va faire que cette posture va devenir confortable et vous permettre de faire de l'apnée. Donc pour moi, hop là, je reviens. Parmi les postures, vous devez accepter que si de temps en temps on doit avoir les bras devant, comme par exemple lors d'une poussée du mur, comme par exemple lors d'un poussée de jambes de ciseaux à la brasse, eh bien, tant que c'est sur une courte durée, c'est pas un problème. Est-ce que, par exemple, je suis adapté pour faire de la monopalme? Si j'ai pas cette souplesse-là, j'ai envie de vous dire, vous allez vous rendre compte vite fait que ça va vite vous bloquer. Ou alors vous allez commencer à avoir une technique à faire le bûcheron et autres, et l'inconvénient technique va plus vous freiner qu'autre chose. Pareil en bipam, les bras en avant, pas d'intérêt. Sauf éventuellement à tricher un peu. Et c'est là que je vous propose d'y réfléchir et de le positionner autrement, c'est de dire, encore une fois, c'est un compromis. Si je suis bien tendu, machin, je suis hyper hydrodynamique, je suis hyper bien, bon, nickel, mais par contre, je suis complètement dans l'inconfort. Donc, ce choix-là, il n'est pas bon. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir tendance à relâcher. Alors, attention, relâcher, c'est pas en mettant les coudes comme ça devant. C'est-à-dire, j'ai bouffé mon niveau dynamique. Relâcher, c'est garder les bras le long du corps, hop, comme ça. Mais simplement, je vais arrêter de les amener loin, comme ça. Et je vais les ouvrir et me positionner comme ça, en me disant, OK, ça, cette hauteur-là, cette distance en ma tête et mes bras, est assez confortable. Donc, ce sera ma posture quand je ferai du sans palme, ma posture quand je ferai une poussée du mur, ma posture quand je ferai éventuellement de la bipalme, bras en avant, c'est comment vous y tenez, ou quand je ferai de la monopalme. D'accord?
Mais c'est vraiment une question de souplesse. Donc, si vous voulez vous améliorer ça, il faut vous accorder plusieurs mois de travail de souplesse de vos épaules. Sinon, eh bien, vous allez surconsommer de l'énergie à être crispé dans une mauvaise posture. Et quand les symptômes d'envie de respirer, donc un certain tiraillement, si on peut résumer ça comme ça, de la poitrine va arriver, vous serez encore plus inconfortable avec les bras devant. D'accord? Donc, le fait d'avoir les bras devant va avoir une influence importante. C'est pour ça que je voulais aborder ce sujet-là. Je voudrais venir également sur la position de la tête, par rapport notamment à ceux qui ont les bras devant. Beaucoup ont tendance à avoir la tête comme ça ou comme ça. D'accord? Ou même quand ils parlent, ils font comme ça ou comme ça. Bon. Là, encore une fois, c'est postural. La position de notre tête, on a souvent tendance à essayer de la mettre un petit peu genre un guide comme ça. Là, attention, encore une fois, la position de la tête, ça doit être droit, ça doit être normal. Vous ne devez en aucun cas forcer ou chercher à mettre une position différente de celle que vous avez en posture normale. Donc, si quand on vous filme, ou si quand vous êtes moniteur, vous voyez un élève qui fait ça, ou si quand vous êtes entre copains, on vous informe que vous faites ça, et bien corrigez tout de suite, parce que la position de la tête, comme ça, ben, c'est vraiment un truc qu'il faut bannir, parce que déjà là maintenant, si je vous invite à le faire, vous allez vous rendre compte que c'est pas confortable. Donc là, encore une fois, la position de la tête a énormément d'importance. Je vais venir également sur un élément important, c'est ce qu'on appelle la position soldat. La position soldat, c'est quoi? C'est tous ceux qui se tiennent comme ça, vous savez, genre un soldat, quoi. Je suis là comme ça, je suis bombé, torse bombé comme ça, et là, ça arrive. Chez certaines personnes, c'est devenu tellement habituel et naturel qu'ils ne se rendent pas compte qu'effectivement, ça surconsomme de l'énergie. Chez beaucoup de gens, la problématique, c'est un réflexe de défense. C'est-à-dire que ouais, Robocop, comme tu dis, Yves. Chez beaucoup de personnes, il s'avère, quand on avance dans cette direction-là, qu'une des façons de se protéger est d'essayer, en quelque sorte, de regarder un peu comme ça, ou en tout cas d'être prêt à regarder comme ça. Et ça, par exemple, c'est une posture très fréquente quand on fait du vertical. Mais c'est aussi très fréquent quand on fait de la bipalme, euh, même en piscine. D'accord? Et cette posture-là, ben encore une fois, elle va avoir l'inconvénient de cristalliser la poitrine, c'est-à-dire de ne pas la rendre mobile. Donc, quand à un moment donné, il va y avoir des effets de variation de son volume, que ce soit lié, par exemple, au spasme, ou que ce soit lié à l'écrasement, lié à la profondeur, le fait d'être bombé, d'être soldat comme ça, va véritablement créer un gros inconfort. Donc, moi, j'aime bien donner une petite astuce là-dessus. N'hésitez pas à faire un essai et à positionner votre ceinture de pont de la façon suivante. Hop là. Voilà. Ah, je fais la chaise. C'est bon pour mon coach, il va apprendre ça. J'ai une ceinture de pont qui est là, ici. D'accord? Quand je me tiens droit, naturellement, c'est assez facile pour moi de venir aller toucher un plomb qui, par exemple, se situe ici, avec la main opposée. Enfin, si c'est pour le toucher là, il n'y a aucun intérêt. Mais si c'est pour aller toucher ici, là, je peux toucher cette posture. S'il s'avère que, ouais, je suis pas si fort que ça en fait. S'il s'avère que je suis dans cette posture-là, ma capacité à venir toucher mon plomb ici, ben, je pourrais plus si je suis bombé comme ça. Voilà, je fais de gymnaste, là, vous avez vu ça un peu magnifique. Mais en tout cas, vous avez compris, vous pouvez faire l'expérience chez vous en vous disant, ouais, je suis comme ça, ok, torse bombé, j'essaie d'aller toucher, hein, je peux pas, alors que si jamais je ne bombe plus le torse, j'essaie de toucher là, et bien aucun problème, je peux aller toucher mon plomb ici. Si vous savez le nombre de personnes à qui j'ai dit ça, et qui, quand ils sont descendus en profondeur, ont eu moins de problèmes de compensation et plus de confort, ah, si à chaque fois j'avais pris 10 balles, bref, ah ben, je les ai pris. C'est mon métier. Donc, ce coup de dire torse bombé, c'est souvent quelque chose qu'on ignore et on ne pense pas à le faire comme il faut. Donc, il faut absolument penser à la position de ses épaules, qu'elle soit droite. C'est pas tellement cette fois-ci pour une question hydrodynamique, c'est un tout petit peu pour une question de confort, parce que vous comprendrez bien qu'effectivement, si naturellement je vous montre de cette position, c'est pas forcément hyper confortable, mais c'est surtout pour pouvoir laisser de la liberté à la zone pectorale, on va l'appeler ça comme ça, en tout cas à la partie poitrine, pour libérer les muscles qui sont là et donc permettre aux poumons de vivre sereinement, notamment la phase où l'apnée devient un peu plus, nécessite un peu plus de concentration, notamment en partie à la zone d'amygdale. L'avant-dernier point postural que je veux aborder, c'est le bassin. C'est quoi? Ça veut dire. Je vous inviterai à regarder
à vous faire filmer. Si vous êtes débutant ou confirmé, ou si vous avez un moniteur qui peut vous aider, ou vous, en tant que moniteur, à en profiter pour regarder la posture du bassin. C'est quoi? Notamment, c'est très fréquent chez les bipalmeurs, très fréquent chez les bipalmeurs en piscine, et très fréquent également chez ceux qui font de la brasse. C'est ceux qui palment essentiellement sur l'arrière qui, du coup, se retrouvent dans cette posture-là. Genre, je monte mon cul. Courbé ici, d'accord, avec une rétroversion du bassin. Bon, on verra aussi que malheureusement, c'est lié à sa technique de palmage, mais aussi à ses palmes. Donc malheureusement, des palmes rendront ce geste, cette modification pas possible. On en parlera samedi sur la technique de palmage. D'accord? Mais là, tout de suite, ce que je veux revenir, c'est encore une fois cette posture-là. Elle n'est pas agréable, d'accord? Mais surtout, elle va avoir tendance, encore une fois, à me rigidifier la zone là. Et en me rigidifiant la zone là, elle va me tirer la zone que j'ai ici au niveau des abdominaux. Et en me tirant la zone que j'ai au niveau des abdominaux, pardon, ça va rendre plus difficile, encore une fois, le relâchement que je vais chercher à avoir dans cette zone-là pour permettre de bien vivre la zone apnée. Donc, si vous êtes comme ça, en train de regarder devant, serrer les fesses, tendu les jambes, autant vous dire qu'à mon avis, vous bloquez largement entre 12 et 15 mètres de profondeur, sans problème. Et la partie piscine ne doit pas être toujours si agréable que ça. Je reviens ici, d'accord, pour dire ça, c'est tout ce que on peut voir. C'est-à-dire que si je vous montre de vous filmer, tous les défauts que je viens de vous mettre en évidence là, c'est quelque chose que vous allez pouvoir voir sur vous ou pour les moniteurs qui sont en salle, voir sur les lèvres. D'accord? Il y a une partie qui ne se voit pas, mais qu'il faut apprendre à gérer et qui est également liée à une partie posturale. C'est quel est le nœud de gravité que j'utilise pour répartir mon mouvement musculaire. Ça veut dire quoi? En tant que terrien, donc des gens qui marchent sur les deux pieds, d'accord, notre centre de gravité se situe aux environs du ventre, par là, d'accord. Donc, effectivement, pour éviter de basculer dans tous les sens, on a pris une habitude, une posture qui est de dire, je gaine, je crée un cercle tout autour, ici, du ventre, comme ça, qui est le point autour de quoi tout tourne, d'accord. Donc, c'est une espèce de point milieu, comme ça, et dès que je fais un mouvement du haut, ce point-là, il est tenu pour être reporté sur la partie du bas, et faire en sorte que je suis équilibré. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais on va dire que assez naturellement, c'est régulier que vous avez le ventre qui est dans une position de gainage. Vous pourrez voir d'ailleurs une séquence que j'ai fait là-dessus sur le gainage. Le fait qu'il n'est pas utile si vous voulez développer un peu plus le sujet. Mais là, en tout cas, je veux revenir encore une fois sur une notion de dire est-ce que ma posture est économique? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'utiliser le gainage est remplaçable et bénéfique? Si je suis gainé à cet endroit-là, j'ai un inconvénient, c'est que, encore plus en profondeur avec la tête en bas, mais quand bien même de façon générale, si je suis gainé ici, la partie basse du ventre, j'ai souvent un réflexe et je suis gainé aussi sur la partie haute. D'accord? Si je suis gainé sur la partie basse et la partie haute de mon ventre, lorsque ma poitrine va vouloir bouger, encore une fois, en profondeur, ou lorsque vous aurez des symptômes d'envie de respirer, je ne vais pas avoir de mobilité ici, parce que j'ai serré la partie basse, d'accord, qui est un des éléments musculaires des poumons. D'accord? Donc, du coup, l'inconvénient, c'est que je vais mal vivre ça. Alors qu'on se rend compte qu'il est parfaitement possible de répéter la quasi-totalité des mouvements au minimum d'apnée sans utiliser la sangle abdominale haute. Avec du coup un gainage qui celui-ci viendra plutôt au niveau du dos. D'accord? On verra comment est-ce qu'on fait pour utiliser les muscles au niveau du dos. On apprendra, lorsque je vous parlerai de mouvement en immersion libre, lorsque je vous parlerai de mouvement de bipale, lorsque je vous parlerai d'un mouvement de brasse, comment est-ce que je peux réussir à réaliser le même mouvement sans utiliser la sangle abdominale, mais en utilisant les muscles du dos. On en parlera quand ce sera le moment. Là, ce que je veux, c'est que vous preniez conscience que du coup, il est possible, il est intéressant, pardon, excusez-moi, d'aller chercher à ne pas utiliser cette zone-là. Sauf que ne pas utiliser cette zone-là, c'est assez difficile parce que c'est pas quelque chose qu'on a une sensibilité qui est assez importante. Donc, c'est pour ça que je vais vous inviter à réaliser des exercices où, du coup, on a pour objectif, à la fin, d'obtenir une posture qui nous permettra de devenir plus économique dans notre gestuelle et dans notre façon d'aborder l'apnée, mais également d'être plus confortable quand je vais devoir gérer ma transformation en mode apnéiste.
Et pour cela, il va falloir qu'on le décompose en 3 phases. Et je vais vous inviter à décomposer les 3 phases maintenant avec moi. Et du coup, à répéter ces exercices, ce sera la base des exercices d'aujourd'hui. La première des phases, ça va être de dire, tiens, est-ce que je suis capable de relâcher mon périnée? Beaucoup me posent encore la question de dire, comment est-ce que tu fais, comment est-ce que ça marche, cette histoire de relâchement de périnée? Pourquoi est-ce que je parle de relâchement de périnée? C'est parce que pour moi, c'est une base musculaire qui en plus est liée à beaucoup de côtés émotionnels et nerveux, d'accord? Et si ce muscle-là est crispé, mine de rien, il ne contribue pas au relâchement général, notamment de la sangle abdominale. Donc, pour cela, il est important d'assez régulièrement être conscient que je crispe et détends ce périnée. Crispe et détends ce périnée. Si j'arrive à faire de la gestuelle périnée relâché, on verra que c'est bon pour la technique. Mais là maintenant, ce que je veux aborder avec vous, c'est que c'est surtout bon pour l'économie liée à votre traitement. Par conséquent, je vais vous demander de dire, allez, le périnée, contractez-le. Maintenant, relâchez-le. Donc, si vous avez des doutes, vous pouvez vous dire, tiens, je serre le sphincter. J'ai essayé de trouver le mot qui était à peu près scientifique parce que j'allais vous dire le trou de balle, mais c'est la même chose. Donc on va dire sphincter parce que quand même, il y a des enfants qui peuvent écouter. Serrez-le fort, relâchez. Serrez-le fort, relâchez. Et vous allez sentir du coup la zone qu'il y a, en l'occurrence physiquement, c'est entre votre organe génital et le sphincter. Et dans cette zone-là, une crispation s'installe. Je relâche, je serre et je relâche. Je serre et je relâche. Et j'espère que vous arrivez à le sentir là sur votre fauteuil. Le but, ça va être, par exemple, que pendant un certain parcours de marche que vous allez pouvoir faire pour aller à votre voiture, au boulot ou autre, vous puissiez, au minimum, ça pour les débutants, on va monter de complexité au fur et à mesure, vous puissiez apprendre à dire, je fais cette marche serré ou détendu, serré ou détendu. On va se rendre compte que régulièrement, c'est un organe qui est crispé pour rien, parce que je ne peux pas parfaitement marcher avec le périnée relâché. Ça, c'est la première étape. Je vais du coup vous inviter à le faire assis, puis progressivement à le faire en marchant, puis progressivement à le faire en montant des marches. C'est un peu plus difficile. Deuxième étape, et là on va la faire maintenant, on va essayer d'apprendre à faire ce qu'on appelle le ventre mou. Alors, le ventre mou, c'est quoi? Eh bien, si vous avez un médecin qui doit vérifier vos organes physiques, il doit pouvoir rentrer complètement sa main dans votre ventre. Et c'est quelque chose qui est absolument pas facile. Et on va voir qu'il y a quelques règles pour que ça arrive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vous montrer mon ventre magnifique. Et en plus, mon ventre magnifique de confinement. Donc celui qui fait que j'ai dû prendre 3, on va dire 3 kilos parce que je ne veux pas me vexer moi-même. Hein. Bref. Mireille, je t'interdis de répondre combien j'ai pris de poids vraiment. Ouais, c'est normal. Contracter ses abdos est souvent lié à la contraction du périnée. C'est des choses que tu vas apprendre à dissocier. Donc, hop là. Je veux que vous compreniez qu'on a tous une peau qui a une certaine souplesse. En dessous, on a une petite épaisseur plus ou moins importante de gras selon si vous êtes un athlète sec ou pas. Comme vous pouvez le voir, moi je suis pas sec. Et en dessous, on a la zone abdominale. Et ensuite, en dessous des abdos, on a tout ce qui est intestin, estomac, foie, etc. Bon. Mon objectif va être de dire que je suis capable de rentrer au moins 2 phalanges dans le ventre. Encore 2 phalanges. Et pour cela, il faut que je puisse créer un contexte, on va le voir, et ensuite être capable de le faire. Alors, je vais approfondir un petit peu ce sujet-là. Comprenez que on utilise certains muscles pour la respiration, notamment, et pour pouvoir expirer, je me dois de, si je n'utilise pas les muscles thoraciques, ce qui est le cas très rarement, mais ça arrive chez certaines personnes quand même, très régulièrement, je vais serrer mes abdominaux pour qu'ils viennent écraser mes poumons, que de l'air sorte et que je puisse expirer. Et au passage, même, je vais en profiter pour parler. Donc, ça veut dire que cet exercice que je viens de vous montrer,
est impossible à faire en parlant, et il est impossible à faire en expirant. Donc, si vous êtes dans une posture où vous expirez, si vous êtes dans une posture où vous parlez, vous ne pouvez pas détendre votre ventre au point de pouvoir y rentrer les doigts dedans. D'accord? Donc, premier élément, on doit le faire en apnée. Poumon, si possible, pas trop plein. D'accord? Et surtout, je dois le faire en ayant relâché les muscles du dos pour que les antagonistes abdominaux puissent être détendus. Et ça, c'est pas facile. Donc, on va y aller progressivement. Et je vais vous inviter à commencer à le faire, par exemple, allongé sur un canapé, hop, tranquillement installé, hop. Vous relevez légèrement les jambes, les genoux comme ça, là, d'accord, pour que le bassin ait fait une rétroversion. Et donc, je vais vider mes poumons et je vais arrêter de parler, arrêter de souffler. Je vais me détendre et je vais essayer de masser mon ventre dans le but de pouvoir facilement y rentrer les doigts dedans. Et si vous faites l'expérience maintenant, assis sur votre fauteuil, avachi même, je dirais, sur votre fauteuil, que vous desserrez vos fesses, que vous desserrez votre dos, que vous détendez votre périnée, que vous soufflez, que vous soyez en petite apnée, vous verrez que plus facilement, vous arriverez à rentrer vos doigts dans le ventre. Cet exercice, vous devriez du coup réussir à le faire ensuite en étant debout et vous devriez réussir à le faire en marchant quelques secondes forcément parce qu'il faudra que vous respiriez à un moment donné et vous devriez réussir à le faire en montant des marches. Si je vous dis ça, c'est parce que c'est une progressivité et qu'il est possible qu'actuellement vous n'y arrivez pas. Mais l'objectif, c'est d'y arriver. Et pour ça, il faut passer par les étapes que je l'ai dit, c'est-à-dire allongé, assis, debout, en marchant et en montant des marches. Et c'est important de réussir à faire ça, puisque, en définitive, ma visée, mon objectif que j'ai derrière tout ça, c'est de faire en sorte de pouvoir reproduire la même chose, diaphragme remonté. Et que pour remonter mon diaphragme, la base, c'est qu'il faudra que mon ventre soit mou. Si mon ventre n'est pas mou, je ne pourrai pas remonter mon diaphragme confortablement. Par conséquent, il faut que j'apprenne à remonter mon diaphragme. Et c'est là que je vais vous inviter à dire, effectivement, les exercices du jour vont être de dire, je peux marcher, diaphragme remonté, je peux monter des marches, diaphragme remonté. Et si j'arrive à faire ça, on verra que très souvent, je serai obligé de le faire en me concentrant, en changeant la position de mon bassin et en faisant appel à des muscles de mon dos pour compenser et réussir à tenir mon équilibre. C'est là que j'en reviens à mon histoire de posture économique. L'idée globalement est de faire en sorte que plus vous serez capable d'être conscient de ce que vous faites dans cette zone-là, plus vous êtes capable de relâcher cette zone-là quand vous ferez des mouvements, plus vous aurez libéré du coup la sangle abdominale basse et donc laissé vos poumons vivre. Et donc, plus vous pouvez espérer être dans le confort et dans le bien-être, notamment quand vous devrez apprendre à avoir pas ou peu envie de respirer, ou quand les sensations en tant qu'apnéiste deviendront fortes, vous devez être conscient du relâchement de cette zone. Si vous ne l'êtes pas, ce sera plus difficile. Donc, qu'on soit bien clair, c'est avant tout un choix postural. C'est pour ça que j'ai donné ce thème aujourd'hui, la posture économique. Donc, si vous voulez améliorer vos sensations d'envie de respirer et améliorer votre bien-être en apnée, il est important d'apprendre à desserrer le périnée. Je suis sûr qu'il y en a qui viennent d'essayer. D'apprendre à relâcher le ventre, qu'il puisse être mou, je puisse rentrer les deux doigts dedans. Enfin, deux phalanges, pardon, excusez-moi. Enfin, ça dépend du ventre qu'on a. Moi, le mien, comme dit Yves, un petit peu dodu, c'est plus facile. C'est vrai que si vous êtes tout mince, il y aura peut-être une phalange qui rentre dedans. Mais ce qui est évident, c'est que vous arriverez quand même à sentir ce que c'est qu'un ventre mou et un ventre pas mou. Et finalement, être capable de faire diaphragme remonter. Tout ça pour dire que si j'arrive à avoir le ventre détendu, si j'arrive à avoir le diaphragme remonter et que j'arrive à faire des mouvements, c'est que j'ai changé ma posture et que du coup, ma posture me permettra de mieux vivre mon apnée, sera donc plus économique. Voilà ce que je voulais vous exprimer par cette notion de posture économique et par le sujet du jour. Et voilà les exercices que je vous propose de faire et que nous réaborderons du coup chaque fois que nous parlerons de gestuelle et de technique de déplacement. Parce qu'effectivement, on verrait que le niveau le plus souhaité, l'objectif que l'on cherche à avoir, va être de réussir à répéter tous les gestes que l'on fait de bipalme, d'immersion libre et de brasse. Pour la monopalme, c'est plus compliqué.
Mais tous ces gestes-là, en tout cas, d'être capable de les faire avec le diaphragme remonté, c'est ce que l'on verra ensemble quand on abordera la partie technique et mouvement technique de dépassement. Voilà, j'espère que j'ai été clair, que j'ai pas été trop long non plus encore une fois. Je vais voir, ouais, une petite trentaine de minutes. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et du coup maintenant je deviens disponible pour répondre à vos questions sur la posture économique. À vous. J'adore la prise de conscience de se dépasser avec le diaphragme remonté. Ouais, c'est pas évident au départ. Hein. Yves, je sais qu'on en a déjà parlé ensemble. Euh, et je sais que tu as dû travailler le sujet. Je pense que ça. J'espère que tu maîtrises maintenant. Dis-nous si tu y arrives, si tu arrives mieux. Est-ce que c'est la même chose pour les femmes? J'ai pas vraiment travaillé le sujet, mais le simple fait de se remettre dans ce contexte-là, effectivement, ça fait prendre conscience que on peut changer de posture, on peut effectivement retrouver un autre type d'équilibre en ne sollicitant pas les abdos et en sollicitant plus les muscles dorsaux, fatalement, parce qu'il y a un moment, on veut pas se casser la figure non plus. Non, oui, d'accord. Est-ce que c'est pareil pour les femmes? Ouais, alors c'est pareil. Alors, en plus, elles ont un inconvénient, les femmes. C'est que, bon, chez nous, chez beaucoup d'hommes, la posture soldat dans l'éducation, elle est parfois adoptée. Mais à l'adolescence, on a vite tendance à se faire, on s'en fout un peu. Donc, chez les mecs, comme ça permet effectivement d'avoir moins de posture soldat et de cambrure au niveau du bas du dos. Chez les femmes, la posture comme ça est très, 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 très fréquente. Dans leur éducation, au contraire, quand elles sont adolescentes, on leur apprend à bien se tenir, à bomber le torse, à sortir les fesses. Et donc, effectivement, c'est encore plus difficile chez elles d'obtenir cette posture-là. Mais par contre, c'est tout aussi important pour elles de pouvoir réussir à relâcher cette zone-là quand elles font la gestuelle. Donc, effectivement, c'est la même chose pour les femmes avec je leur demande à elles d'avoir un peu plus de tolérance envers elles-mêmes parce que des années d'éducation de tiens-toi droite va devenir un élément qui va rendre dans l'apprentissage du relâchement de cette zone-là plus difficile. Mais c'est possible. Mireille, qui est là, avait beaucoup de mal au départ sur les exercices en question et maintenant elle y arrive. Donc ça demande de la concentration, mais elle y arrive. Et elle a une vraie cambrure au niveau du bas du dos parce qu'en plus d'avoir une éducation soldat, elle a été soldat. Donc forcément, ça joue. Donc, mais c'est possible, ça s'apprend. Voilà. C'est une exercice simple. Patrick, Ouais, ouais. Allez, on va dire Patrick, Christophe, tu interviendras après. oui. Alors, pour le néophyte que je suis, je pose la question, avoir le diaphragme remonté, est-ce que ça ne présente pas l'inconvénient d'avoir le volume de la cage thoracique plus petit, puisque le diaphragme est remonté, et donc, s'il y a moins de volume, on peut prendre moins d'air. Alors, je vais te répondre, Patrick, le fait de faire les exercices en question, diaphragme remonté, n'a pour but que d'apprendre à le faire. En apnée, on doit être poumon plein, diaphragme en bas. D'accord? Mais il faut dissocier les moments où tu apprends à avoir une bonne posture et les moments où tu fais une apnée. J'ai été un peu basique, mais c'est pas la même chose. C'est comme quand je parlais hier, il faut découvrir des sensations, hier ou avant-hier, il faut découvrir des sensations en apnée et après s'entraîner à bien les vivre. Bon, bah là, c'est un peu pareil. Je te confirme que faire de l'apnée diaphragme remonté est une mauvaise idée. D'accord? Ben, vraiment très mauvaise. Faire de l'apnée pour faire une performance, il faut le faire le diaphragme le plus bas possible pour mettre le maximum de volume d'air. Sauf que si tu ne t'entraînes pas à le faire, diaphragme remonté, tu ne seras pas conscient que tu crispes les muscles qui y a autour de ton diaphragme dans ta posture. Donc ça deviendra un problème dans ta pratique à un moment donné. Donc apprends à le faire diaphragme remonté pour que finalement pendant l'apnée tu le fasses diaphragme plein. Ok, j'ai bien compris, merci. Jean-Christophe, à Oui, toi. oui, Pascal. Actuellement, j'essaie de travailler le relâchement justement diaphragme remonté. Donc, je vide les poumons, je bloque, je relâche le ventre, je fais l'effet seringue pour remonter le diaphragme. Je pense le Oui. faire pas trop mal théoriquement. Sauf qu'après, je suis crispé évidemment quand je fais ça, moi. Et quand j'essaie de relâcher, j'ai l'impression du coup, je relâche bien, mais du coup, j'ai le ventre qui ressort et du coup, j'ai le diaphragme qui redescend, non? Si je suis Ben, une fois clair. que tu es relâché, oui. Tu as raison, une fois que tu es relâché, oui. Ah, d'accord, Mais donc je le fais bien. voilà, encore, oui, exactement. L'idée, c'est de te dire que si tu arrives à remonter ton diaphragme et à Oui, faire ton geste, le top, oui. c'est qu'à un moment donné, pouf, tu arrêtes de remonter ton diaphragme, t'es les poumons pleins et que tu changes pas de geste. Ça veut dire que si tu changes pas de geste, que la zone abdominale que tu as là est toujours pas sollicitée. Si tu arrives à faire ça, on est au top. C'est un bon contexte pour y arriver.
Sauf que, comme je viens de le dire auparavant à Patrick, apprenez à le faire de temps en temps, surtout à sec, surtout la période de confinement, etc. Mais de façon Ouais. générale, apprenez à le faire dans le but d'apprendre à changer votre posture. Ok, merci Pascal. C'est une étape d'apprentissage. Faut pas faire de l'apnée diaphragme remonté. Et plus ton ventre est pendant et descendant, plus il est bien gonflé et a priori mieux c'est. Et encore une fois, j'insiste, je vais donner une chose importante, c'est effectivement, je constate que c'est plus confortable. Je Mm. constate chez beaucoup d'élèves que c'est un moyen pour eux de mieux vivre la sensation d'apnée. Mais attention, c'est pas un incontournable. Jean-Christophe, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Voilà, merci. C'est pas un incontournable. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois beaucoup d'athlètes malgré tout, et de très haut niveau, qui ont la sangle abdominale serrée comme des champions. D'accord? Et ils sont champions quand même. Sauf que ils sont rarement dans le bien-être. Les champions, je sais pas, en question sont surtout des athlètes habitués à envoyer le steak, à pousser fort. Et du coup, comme c'est leur philosophie, c'est leur façon de faire, le fait d'être dans le confort et dans le bien-être n'est pas quelque chose qu'ils recherchent. Et donc, du coup, ils s'en foutent d'avoir l'ensemble abdominale bien tendue parce que ça correspond à leur philosophie de façon générale. Et je suis pas en train de dire qu'ils ont tort. Je suis juste en train de dire que moi, je vous enseigne l'apnée bien-être et que je propose à mes athlètes d'aller dans cette direction-là et de dire, plutôt que d'être dans la force, dans la combativité, de rentrer dans le mur et de voir ce qui fait une syncope une fois sur deux, parce que c'est quand même ce qui arrive régulièrement auprès des athlètes dont je parle là, euh, eh bien, si tu veux faire de l'apnée bien-être, une des clés, c'est d'avoir le ventre détendu. Je suis pas en train de vous dire qu'il est impossible de le faire ventre détendu, ventre tendu. D'accord? C'est juste que du coup, il est impossible pour moi de le faire dans le confort, le smile, avec tout qui va bien, avec le ventre détendu, le ventre tendu. Et certains des athlètes dont je parle sont quand même des habitués des accidents en apnée, je suis convaincu que c'est pas le ventre tendu n'est pas une source de bien-être. Je suis convaincu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde l'heure au passage. Non. J'ai une petite question. Comme je suis toute nouvelle en apnée, du coup, je mets jamais mes mains au-dessus de ma tête, mais je trouve que c'est une posture très jolie. Mais par contre, c'est vrai que l'exercice que tu donnais, où quand on est contre le mur, je peux faire des mouvements avec mes épaules. En revanche, je sais très bien que si je me mets debout, je vais être beaucoup plus cambrée. Or, tu dis de ne pas avoir les fesses en arrière. Donc, c'est quoi la solution? Alors, la solution, c'est de comprendre qu'il y a un élément différent entre tes épaules et tes fesses en arrière. Tes fesses en arrière viennent certainement plus de ta posture debout et donc de l'habitude que tu en as que du fait d'avoir les bras devant. C'est-à-dire que si tu es posé sur le mur comme ça, tes bras devant, c'est pas un problème. Et si tu sors avec tes fesses sont en arrière, c'est pas le fait d'avoir les bras devant qui en est la cause. C'est le fait simplement que tu te mets debout et que cette habitude que tu as de t'élancer, surtout chez les femmes, encore une fois, j'insiste, encore une fois, chez certaines sportives, chez certaines femmes qui ont l'habitude parfois de porter des talons, au minimum de se tenir droit et qui ont une éducation où on leur demande de se tenir droit, du coup, c'est un réflexe. La partie droite comme ça est une posture. Et donc, par conséquent, il faut dissocier le fait que de là à là, je suis dans le confort, et dès que je me mets droit, je suis tendu comme ça, et donc du coup, j'ai un problème. Mais tu n'as pas de problème avec le fait d'avoir les bras devant, tu as un problème avec le fait d'être tendu, courbé de l'arrière. Et j'insiste en disant, attention, il y a un petit piège, parce que tu peux tout à fait être comme ça en l'air, et pas du tout dans l'eau, parce que comme dans l'eau, tu n'as pas l'habitude de tenir droit, oui, c'est ça, tu vois, c'est hypertonique, c'est ça, tout à fait. Techniquement, c'est comme ça qu'on résume, on est d'accord. Et donc, du coup, dans l'eau, on n'a pas forcément cette habitude et cette posture d'être comme ça, donc tu peux tout à fait ne pas avoir le même problème et ne pas avoir les fesses ouvertes sur l'arrière dans l'eau. C'est comme le point d'équilibre n'est pas le même et qu'on n'a pas forcément l'habitude de t'apprendre à tenir droit dans l'eau, il est possible que tu n'aies pas cette habitude-là. Les nageurs ont parfois cette habitude-là, notamment les brasseurs. Mais bon, c'est un autre détail. Et donc voilà, dissocie-le bien. Si tu aimes bien avoir les bras devant et que tu es souple là-dessus parce que tu l'as, bah écoute, n'hésite pas à le faire. Hein. Même en bipalme, hein. Pas de problème avec ça. Mais la clé, c'est les épaules.
Et quelle méthode, bonjour Pascal, quelle méthode pour assouplir encore plus les épaules malgré tout pour Moi, je trouve que l'étirement le plus facile à faire, le plus parlant pour nous, et qui est du coup aussi celui qu'il ne faut pas hésiter à répéter plusieurs fois, parce que c'est quand même comme ça qu'on acquiert la souplesse. On acquiert la souplesse pas parce qu'on a fait une heure sur les épaules en question, mais parce que c'est un geste qu'on répète assez régulièrement. Ça va être celui-là. Alors, je vais le faire de côté, c'est pas très facile. Je vais le faire de dos d'abord. C'est quoi? C'est, je mets mes mains comme ça là, l'une jointe vers l'autre. Si c'est trop dur au départ, du coup, je les mets comme ça. Mais sinon, je les mets comme ça. Je vais mettre fesses en arrière, comme ça. Là, ça sent bien sur la vidéo? Ouais, hein. Allez. Je suis comme ça, et dans cette posture-là, je vais essayer d'amener ma poitrine vers le sol. D'accord? Donc maintenant, j'ai fait de côté. est-ce que tu ramènes les omoplates Ouais, en quelque sorte, ça fait ça. Mais surtout, je regarde, je suis comme ça. Je suis aligné, on va dire, bras devant, etc. Fesses sur l'arrière, comme ça. Et dans cette posture-là, je vais essayer de descendre ma poitrine. Alors, sans descendre la tête, la tête, c'est de faire la tête, oui, je viens de me voir. Mais c'est vraiment de descendre ma poitrine vers le sol. Et donc, d'avoir quasiment le bras qui part en arrière. Vous allez sentir que ça tire là et que ça tire là. Et le fait de sentir que ça tire là, ça va vraiment vous faire prendre conscience de l'inconfort que ça peut apporter. Cédric, je vais en profiter. Dans la salle, on a la chance, on a un grand maître de la monopalme qui est là. Quand je dis grand maître, c'est quelqu'un qui d'abord dirigeait le pôle France de nage avec palme, donc je pense qu'on peut dire ça. Est-ce que tu as un autre exercice éventuellement que tu peux nous préconiser pour à donner un peu de souplesse des épaules là-dessus? L'exercice que tu as présenté, là, on peut le faire. L'exercice que tu as présenté, on peut le faire avec un élastique. Voilà. Donc, c'est vraiment, oui, c'est l'exercice fondamental hein, qu'on va utiliser. Après, moi, enfin, c'est les bras en haut pour moi. Hein. Il y a pas à discuter. On est, voilà. Quand tu as fait en monopalme, tu vas pas me dire le contraire, c'est sûr. Il y a pas à discuter, même sur le placement, etc., même en bipalme. Mais ça c'est mon point de vue. Et mon point de vue, c'est que, alors après, c'est vrai que, voilà, pour entraîner par exemple Christophe Bruel, le pauvre, non, faut pas qu'il mette les bras en haut, quoi. Mais C'est sûr, ça ne fait pas. c'est une clé à molette, quoi. Mais il y a quand même derrière beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages et même sur l'économie de nage, au final, on s'y retrouve. Donc après, il y a des exercices qui vont être aussi utiles, comme le pullover en musculation. On va s'en servir, mais pas pour travailler la phase concentrique, le retour du mouvement, mais travailler plutôt l'aller du mouvement. Quand les bras partent en arrière, voilà. Normalement, le pullover, alors là, moi, je suis en position de relax, là, je suis sur le lit. Alors, donc, normalement, le pullover, on a les bras qui partent en arrière, d'accord, et qui remontent, et on travaille les triceps et les pectoraux. Et là, en fait, on va faire partir les bras en arrière, et on va biaiser le retour, on va plier les bras pour pouvoir remonter plus facilement l'haltère. D'accord? Mais on travaille en arrière, en même temps, on fait une grande inspiration, donc on écarte bien la cage thoracique, mais on sollicite, on travaille bien aussi au niveau de la souplesse des épaules. Donc c'est un exercice qui a le double avantage, à savoir le travail de la souplesse de la cage thoracique, de bien étirer, et aussi d'assouplir un petit peu au niveau des épaules. Voilà, c'est les exercices principaux. Après, donc l'exercice que tu as présenté, ça permet aussi d'étirer toute la loge postérieure au niveau des cuisses. Derrière aussi, qui contribue aussi à la souplesse globale du corps. Parce que on va chercher à assouplir les épaules, c'est une chose, mais si on a tous les ischios qui sont complètement raides, derrière, il y aura encore plus de déséquilibre. Donc, par rapport au bassin, par rapport à ce que tu disais sur le placement du bassin, c'est aussi intéressant. Donc, ouais, c'est un exercice qu'on peut consommer sans modération. Je te remercie, Cédric. Donc, du coup, n'hésitez pas à vous orienter là-dedans, parce que je te rejoins quand tu dis que c'est effectivement top d'avoir les bras devant.
Et donc, lorsque vous cherchez à acquérir de la souplesse, n'hésitez pas à travailler ça. Si vous voulez aller dans cette direction, à la fin, c'est de toute façon la bonne, mais attention d'être conscient de qui vous êtes. Voilà. Moi, je suis pas super souple de là, et je n'ai pas forcément le temps de le faire, je n'ai pas trop l'envie, et puis ça me plaît pas plus que ça. Et donc, c'est vrai, bon, c'est une des raisons pour laquelle je reprends pas la monopalme aujourd'hui, mais dans les années où je faisais la monopalme, j'arrivais quand même à faire des choses avec la souplesse qui n'était pas bonne là. Mais par exemple, quand je faisais la profondeur en monopalme, eh bien, toute la partie descente, du début du canard, je les faisais les deux bras le long du corps. Enfin, en l'occurrence, un bras parce que je compensais avec l'autre, mais les deux bras le long du corps. Et j'hésite pas, moi, sur plein de palmeurs en bipalme, alors les inciter à faire pareil. C'est-à-dire que même si, je rejoins Cédric, hein, c'est sûr, hein, les bras devant, c'est top. Si j'ai pas la souplesse, les bras devant, c'est un problème. Donc, du coup, eh ben, le compromis entre les deux, on met les bras le long du corps quand on n'a pas la souplesse, et ensuite on cherche à acquérir la souplesse pour faire en sorte de ne pas mettre les bras devant. Voilà. En 2014, quand j'ai fait le championnat de France, où j'avais fini deuxième à ce moment-là, on m'avait du coup dit effectivement pourquoi tu bras les bras le long du corps. On m'avait limite reproché. En plus, je plongeais au masque à ce moment-là parce que c'était comme ça qu'on se déplaçait. Effectivement, les deux bras le long du corps, c'était apparu en disant mais t'es fou de faire ça, tu vois. On va dire mais quel manuel m'impose d'avoir les bras devant? Aucun. Bon, ben voilà, j'ai quand même fini deuxième, donc c'était pas si mal, mais ne vous laissez pas forcément aller à l'idée de dire que toutes les techniques des bons sont pour vous, quoi. Si vous n'avez pas la souplesse, vous n'avez pas la souplesse, quoi. C'est pas l'inventer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une remarque Dis-moi, Patrick. qui m'est personnelle et qui n'est pas du tout une contestation de ce que tu dis, hein, parce que je ne doute pas de ta compétence, mais j'ai du mal à admettre que l'on puisse avoir le diaphragme bien remonté sans contracter les abdominaux. Parce que, à ma connaissance, les antagonistes du diaphragme, c'est que les abdominaux. Donc, si on ne les contracte pas, pour moi, ça me paraît, c'est-à-dire que je suis néophyte et débutant, mais difficile de remonter complètement le diaphragme, ou alors il faut faire appel à des inspirateurs accessoires, et voilà, ça me perturbe un petit peu cette notion, mais je sais que tu en as déjà parlé. Ce que tu relèves qui est assez intéressant dans ce que tu dis là, c'est qu'effectivement, beaucoup de personnes ont une confusion entre remonter son diaphragme par l'écrasement des abdominaux et l'aspiration du diaphragme par l'effet de la seringue, ce qu'expliquait tout à l'heure, ce que rappelait tout à l'heure Jean-Christophe. Le véritable mouvement de remontée de son diaphragme se fait par l'effet de la seringue. Et pour que la seringue soit vraiment efficace, il faut absolument que le ventre soit détendu. Je t'inviterai à ne pas hésiter à refaire le cours que j'ai fait sur la respiration et le bien-être, où je redétaille ça un peu plus, et chercher à t'entraîner à remonter ton diaphragme, le ventre détendu. Et tu verras que ça marche comme ça. Et je dirais même, est-ce que tu as déjà vu dans le diaphragme, dans la remontée du diaphragme, tu sais, ce qui crée le boudin central et qui bouge le ventre, tu as déjà vu ce que c'est ça? Ah ouais. D'accord? Ça, tu l'obtiens justement en contractant les zones abdominales basses, au niveau du bassin et des hanches. D'accord? Et tu arrives à le bouger là, comme je ne sais plus le faire, mais je le faisais à une époque, en bougeant ton bassin, tu mobilises les parties basses et donc c'est ce qui te fait sortir le ventre comme ça à l'avant. D'accord? Mais en tout cas, il n'y a aucun doute que le diaphragme bien remonté, c'est sangle abdominal entièrement détourné. Alors j'entends que tu ne l'es pas, mais c'est l'objectif. Je vais m'entraîner. Ok, merci. Avec plaisir. Merci Cédric sur le fait que ton intervention concernait effectivement plus l'apnée horizontale que verticale. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on arrête là-dessus? Eh bien écoutez, a priori on va arrêter là-dessus et on va se donner rendez-vous demain pour un nouveau sujet. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires et à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux. J'espère que cette séance vous a plu. Bonne soirée.
Allez, je coupe l'enregistrement.